Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La situation sécuritaire au Mali, au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Réunion marquée entre autres par la prise de parole du ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, qui a réitéré ses accusations portées contre la France. L'Union africaine inquiète face à l'intensification des combats dans la région du Tigré en Éthiopie. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a appelé les parties en conflit à cesser les hostilités qui perdurent depuis près de 2 ans. Et puis, soulagement pour la Tunisie, le Fonds monétaire international va accorder au pays un nouveau prêt chiffré à 1,9 milliard de dollars. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation politique et sécuritaire du Mali ce 18 octobre. Réunion centrée sur l'examen du rapport trimestriel du représentant spécial de l'ONU pour le pays, El Khassimouane. Temps fort de cette session, l'intervention du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Lors de son allocution, le ministre a réitéré ses accusations dirigées contre la France. Il dénonce, je cite, les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Pour en fournir les preuves, le ministre malien réclame à ce qu'une réunion d'urgence sur le Mali soit organisée. Il a même lancé une certaine mise en garde, affirmant que le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Écoutons-le. Il est aussi, Monsieur le Président, il est surprenant que dans le cadre du récit factuel, le rapport du secrétaire général ait passé sous silence la saisine du Conseil de sécurité par le Mali le 15 août 2022 pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Ces actes d'agression d'une extrême gravité qui constituent, vous le savez, une violation de la Charte des Nations Unies, mais aussi une violation du droit international. Nous pensons que, mesdames et messieurs les membres du Conseil, que ces actes ne doivent pas rester sans suite et votre Conseil est interpellé fortement au Mali et en Afrique et ailleurs. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles. Populations civiles qui, mesdames et messieurs, attendent du Conseil de sécurité qu'il assume sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. En tout état de cause, le gouvernement du Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, mais aussi conformément à la lettre numéro 0444 MHCI en date du 15 août que le gouvernement du Mali a adressé au Conseil de sécurité. Donc le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue à porter atteinte à la souveraineté de notre pays, à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale. Et le ministre des Affaires étrangères malgache limogé, une information confirmée ce 18 octobre par Richard Randriamandranto lui-même. La décision a été prise par le chef de l'État Andry Rajoelina après la position adoptée par le ministre à l'Assemblée générale de l'ONU. Le 12 octobre dernier, la Grande Île avait voté en faveur de la résolution condamnant, je cite, les annexions illégales de la Russie sur l'Ukraine. Une résolution adoptée avec 143 voix pour. Ce vote avait d'ailleurs provoqué la surprise au sein de la classe politique malgache dans la mesure où Madagascar s'est toujours montré neutre en optant pour l'abstention lors des précédents votes.
Cela fait près de 2 ans que le conflit au Tigré perdure en Éthiopie, une situation qui inquiète dans les rangs de l'Union africaine. Ce dimanche 16 octobre, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a appelé les parties en conflit à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Un appel lancé en réaction au combat qui se serait selon lui intensifié. Les précisions de Philométine. Dans le conflit qui oppose l'armée éthiopienne aux rebelles de la région du Tigré, réunis au sein du TPLF, l'Union africaine appelle à décréter un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi que la reprise des services humanitaires et exhorte les belligérants à entamer des pourparlers de paix. La reprise des hostilités depuis le 24 août 2022 dans la région du Tigré laisse craindre d'autres débordements dans cette crise. L'Érythrée et l'Éthiopie ont saboté les efforts de l'Union africaine qui, par son aspiration 4 de l'agenda 2063, avait mis des dispositions qui sont centrées sur le dialogue, la prévention et la résolution des conflits sur le continent. D'autre part, l'Union africaine aussi tarde à mettre souvent le processus de dialogue en place en privilégiant l'aide humanitaire. Or, il faut un équilibre entre le processus de dialogue et les prises en charge humanitaires. Le gouvernement éthiopien et les forces du Tigré se disent prêtes à participer à un processus de paix sous l'égide de l'Union africaine. Le TPLF exige toutefois des précisions et assurances sur la logistique, les voyages aériens et la sécurité de son équipe de négociateurs. Il souhaite par ailleurs connaître les autres parties impliquées dans le processus de paix et le retrait des forces érythréennes des zones de combat. Le TPLF a tous les droits d'exiger une assurance si en tout cas c'est pour permettre d'avoir des assurances et permettre le déploiement des mécanismes d'un dialogue qui permettra la fin des hostilités. Les tensions internes en Éthiopie durent depuis des décennies. En 2020, alors que le Premier ministre Abiy Ahmed est accusé d'écarter les membres du TPLF du pouvoir, la région du Tigré en quête d'autonomie s'entête à tenir un scrutin malgré le report général pour 2021. Un acte qui a précipité les affrontements entre le gouvernement fédéral et le Tigré. Depuis, plusieurs millions de personnes ont dû se déplacer et selon les Nations Unies, plus de 300 civils sont décédés du fait de cette guerre au cours des 3 derniers mois. À 16 mois de l'élection présidentielle sénégalaise, Yewwi Askanui passe à l'offensive. La coalition de l'opposition a lancé le 15 octobre le réseau des élus locaux du Sénégal. À sa tête, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Dès le lendemain, le maire de Ziguinchor a entamé une tournée en vue de mener des concertations avec les citoyens. Roberto Bokpi. Unir ses forces autour des thématiques comme l'économie sociale et solidaire ou le potentiel agricole des communes. C'est l'objectif du réseau des élus locaux du Sénégal, composé de maires ou de présidents des conseils départementaux. Ousmane Sonko, figure de l'opposition et maire de Ziguinchor, élu à l'issue du scrutin du 23 janvier 2022, est le président de ce réseau qui veut impulser le changement à partir des localités. Il y a énormément de prérogatives laissées aux collectivités locales que les collectivités locales n'exploitent pas suffisamment. Par frilosité, par méconnaissance ou par faiblesse en réalité. Et c'est cela le grand chantier que nous sommes fixés. Cette nouvelle structure a été créée pour se démarquer de l'AMS, l'association déjà existante des maires du Sénégal. Même si elle a été lancée sous la bannière de la coalition de l'opposition Yewwi Askanui, Ousmane Sonko a tendu la main aux élus locaux de tous bords politiques. Un lancement qui s'étoffe grâce à une tournée dont l'itinéraire fait la part belle au milieu rural. Notables, chefs religieux musulmans et catholiques ainsi que les populations locales sont les différentes cibles. Beaucoup de Sénégalais se posent quelquefois la question de l'utilité même des collectivités locales. Et tous ceux qui sont élus maires l'éprouvent au bout de quelques mois seulement d'exercice. Nous avons pensé que c'est beaucoup plus un problème lié à la pratique, à la perception de ce que doit être le fonctionnement d'une collectivité locale, mais également à la nature des rapports que les collectivités locales entretiennent avec l'État central, qui les met dans une position
de faiblesse, mais également dans une position de dépendance chronique. Le déploiement de Ousmane Sonko, candidat déclaré au scrutin de 2024, se fait à moins de 16 mois de l'élection présidentielle. Il appelle ceux qui le souhaitent à rallier le réseau des élus locaux afin de propulser les collectivités locales vers un fonctionnement plus efficace. Une stratégie définie pour implanter le parti sur tout le territoire en perspective de l'élection présidentielle de 2024. C'est une bouffée d'oxygène pour la Tunisie, alors que le pays est empêtré dans une crise économique avec une dette supérieure à 100% de son PIB. Les autorités vont bénéficier d'un nouveau soutien financier du Fonds monétaire international, soutien qui se chiffre à 1,9 milliard de dollars. En contrepartie, le gouvernement tunisien s'est engagé à mettre en œuvre un programme de réforme. Joël Ballot. Avec l'évolution récente des cours mondiaux des produits de base, la Tunisie se trouve étranglée par une dette supérieure à 100% de son PIB et dans les capacités d'emprunter sur les marchés internationaux. Afin de stabiliser les finances publiques et procéder aux réformes urgentes, la Tunisie va bénéficier d'un accord financier de 1,9 milliard de dollars du Fonds monétaire international. Avec ce financement, les autorités nationales devraient accélérer les réformes structurelles, renforcer la gouvernance et la transparence dans le secteur public. Puis justement la conjoncture et puis les indicateurs macroéconomiques qui ne sont pas favorables à la Tunisie. Bon, ça pourrait aider justement le gouvernement à soutenir les ménages les plus faibles et puis à essayer d'honorer ses engagements vis-à-vis des prêts. Ce nouvel accord, qui court sur 48 mois au titre de mécanismes élargis de crédit, devra concourir, selon le FMI, à diversifier les dispositifs de protection sociale, créer un environnement transparent et équitable pour les investisseurs, favoriser l'adaptation au changement climatique en encourageant l'investissement dans les énergies renouvelables, mais aussi préserver le pouvoir d'achat des Tunisiens face à une inflation élevée. La détérioration de l'environnement mondial et les prix internationaux élevés des matières premières pèsent lourdement sur l'économie tunisienne, ajoutant aux faiblesses structurelles sous-jacentes dans un contexte socio-économique difficile. La croissance ralentira probablement à court terme, tandis que la hausse des coûts internationaux des matières premières exercera des pressions sur l'inflation, ainsi que sur les soldes extérieurs et budgétaires de la Tunisie. La crise financière en Tunisie s'est traduite ces derniers mois par des pénuries récurrentes des produits de base qui sont à l'origine des manifestations succinctes des Tunisiens contre la vie chère. Avec ce nouveau programme, les Tunisiens pourront bénéficier d'un environnement propice à une croissance inclusive et à la création d'emplois durables pour baisser le taux de chômage, estimé à 15,3%. C'est un phénomène de plus en plus courant au Nigeria. De nombreux jeunes décident de quitter le pays à la recherche d'un avenir meilleur. Une fuite des cerveaux qui impacte de nombreux secteurs, en particulier celui de la santé. Crise économique, sécuritaire et corruption en sont entre autres les causes. Corinne Kandem. Au Nigeria, la fuite des cerveaux a pris une ampleur sans précédent. En cause, l'insécurité, le chômage élevé et la corruption. Alors que ces problèmes s'aggravent, la jeunesse du pays le plus peuplé d'Afrique cherche une échappatoire. C'est le cas de Namdi Nwagou, 44 ans, professionnel des TIC, qui a décidé de faire ses valises. À Lagos, la capitale économique frénétique du Nigeria, une inflation galopante et un naira en chute libre ont fait chuter son salaire. Namdi s'envole pour la Grande-Bretagne, où ses 3 enfants et sa femme médecin le rejoindront dans quelques mois. Beaucoup d'entre nous, et je suis sûr de parler au nom de la plupart des Nigériens, de la classe moyenne et de la classe moyenne inférieure, nous voulons y croire, mais nous avons de sérieux doutes si le moment est opportun pour que cet espoir s'épanouisse. J'aime profondément le Nigeria, mais pour la postérité, je veux pouvoir donner à mes enfants une meilleure qualité de vie. Je ne peux pas le faire ici. Les travailleurs qui partent ont un impact sur presque tous les secteurs, affaiblissant davantage un système de santé déjà à l'agonie, obligeant les employeurs à recruter de manière continue et aggravant les services de la banque à la technologie. Le phénomène surnommé Japa, qui signifie fuir en Yoruba, est régulièrement en vogue sur les réseaux sociaux. Un sondage de l'Association nigérienne des médecins résidents a montré que près de 800 médecins résidents étaient partis cette année, tandis que 85% de ces dirigeants prévoyaient de partir, ce qui se traduit par des heures d'attente dans les hôpitaux. L'exode a conduit un groupe du secteur bancaire à publier une étude le mois dernier sur les moyens de retenir les travailleurs, tandis que des entreprises technologiques
telles que Yellow Card Financial, une bourse de crypto-monnaies, ont déclaré qu'elles avaient commencé à proposer des options d'achat d'actions et à payer en dollars. Ce qu'on observe au Nigeria est une fuite des cerveaux classiques. Vous avez les gens les plus talentueux, les plus intelligents qui partent, ils trouvent des emplois ailleurs et ils déménagent. Vous ne pouvez pas les blâmer d'avoir cherché d'autres endroits où aller, où ils pourront s'épanouir. Si vous voulez que les gens arrêtent de partir, alors vous devez leur fournir ces opportunités économiques. Si les statistiques nationales en temps réel sur les départs ne sont pas disponibles, les données du gouvernement britannique ont montré une augmentation de 300% du nombre de Nigérians obtenant des visas de travail britanniques entre janvier et juin 2022, soit 15 772 visas. D'autres vont au Canada, en Australie et aux États-Unis pour le travail ou pour les études. Au Canada, plus de 15 000 Nigérians ont obtenu la résidence permanente en 2021 contre environ 4 400 5 ans auparavant. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.